ça va? Oui, oui, ça va, je suis en retard, c'est ça? Non, non. C'est nous, ça va. Alors, on a écrit tous les deux un petit truc, Guillaume et moi, et puis on te laissera ensuite parler. Hein, on démarre. Alors, Thomas, nous t'avons rencontré chez Simone Molina en 2009 ou 2011. Alors moi, je ne sais pas si j'étais aux deux colloques, ou plutôt en 2011, c'est sûr. En 2009, je ne me souviens plus. En tous les cas, voilà, tu faisais une première intervention comme ça chez Simone, Slamé. Et on a trouvé, Gérard, Patrick et moi, que tes interventions ponctuelles et colloques du Point Papiton avec brio, et voilà, ça nous avait enchanté et donné envie de t'inviter aux rencontres de la Criée. Donc à Reims aussi, une grande place est laissée à la création et aux artistes. Tu es aujourd'hui connu de par le monde entier de la psychothérapie institutionnelle. À l'international, ouais. Et plus largement. C'est un monde pas très grand finalement. Ça, pour tes reprises libres, pertinentes et impertinentes, voilà, des propos des conférenciers, en saisissant, comme Simone Molina le dit dans la préface du premier bouquin, en saisissant ce qui se glisse entre les mots, entre les phrases, et qui circule sans qu'on s'y arrête. En 2013, on t'a invité au Centre Artaud pour animer un premier atelier d'écriture, et à cette occasion, tu nous as présenté ton disque qui est ici, que j'avais acheté à l'époque. Voilà, où tu nous as donné un concert et dans les murs, et oui, aussi dans une autre scène rémoise. On avait passé une super soirée avec tes copains Zitoun et Tizo. Thibaut. Ah bon, moi voilà. Il écrit très mal. Donc ton premier livre est paru en 2015, hein, il est là aussi, c'est Lettres Ange Monde. Je ne sais pas si tu en as amené aussi. Voilà, il a beaucoup circulé entre nous. Voilà. Et aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, tu as passé l'après-midi avec nous autour d'un atelier d'écriture qui a été vraiment très chouette, hein, pour les gens qui ont participé, qui sont ici. Voilà, et puis ce soir pour parler de ce second livre, des mots et des phrases que tu as ramené. Alors juste encore un petit mot avant de laisser la parole à Guillaume. Voilà, donc dans ton livre, donc après voilà, poser un constat assez dramatique de l'état des institutions, tu nous proposes de réinventer des fictions riches, des utopies porteuses de sens qui permettent de réenchanter le soin. Tu poses la question de comment transmettre la magie de notre métier, de comment en partager la richesse. Et là, je me suis dit que voilà, j'ai pensé à tous les écrits qu'on peut faire dans notre travail. Alors en équipe, régulièrement, quand on a à présenter le quotidien de ce qu'on mène ensemble, patients, soignants, et tout ce qu'on écrit collectivement ou individuellement. Et voilà, au vu de parler dans des colloques voilà, où on a la chance d'être invité. Et je me dis qu'on ne le fait pas suffisamment. En te lisant, je me dis quand même, il faudrait qu'on le fasse plus, qu'on ose plus. Enfin, pour ma part, c'est plutôt ça, quoi. Comment voilà, s'autoriser davantage et voilà, oser davantage. Et je pense aussi à toutes ces interventions qu'ont fait patients-soignants au sein du collectif Artaud, dans des occasions telles que voilà, le festival des Semaines de la Folie Ordinaire, évidemment, et puis les réunions interclubs, les réunions du Truc, des musiques brutes, comme ça s'est produit le week-end dernier à Paris. Voilà, c'est tous ces moments de prise de parole qui sont vraiment essentiels. Donc voilà, prenons la parole, prenons le stylo, découvrons, comme la fille du labyrinthe, vous lirez dans le livre, la possibilité de nous appuyer sur un langage qui nous concerne. Voilà. Et tu nous proposes dans ce livre 9 fictions qui parlent du soin à travers la parole de soignants, de patients, de proches, des fictions librement inspirées d'événements vécus, c'est-à-dire, comme tu dis, ni totalement vraies, ni totalement fausses. Et puis, juste une petite lecture quand même d'une définition que tu donnes. Ah, c'est pas le mien, j'ai pas mon petit papier pour la page. Petite définition de l'accueil quand même que je trouve absolument magnifique, que tu écris autour d'une rencontre que tu as faite avec un vieux monsieur à la gare de Marseille en décembre. L'accueil est un virage, un détour pour accueillir l'autre par son visage, un partage de rivage. L'accueil, c'est quand tu perçois l'humanité chez l'autre et que tu l'accueilles pour en faire un beau bouquet. L'accueil, c'est une attention, un regard, un égard,
Accueillir, c'est prendre soin. Prendre soin, penser le soin, parler le soin, soigner le soin, penser le soin. L'accueil, c'est pas une question de métier, de salaire, de savoir-faire, c'est un savoir-être avec l'autre. Voilà, je voulais dire ça, et puis j'avais encore une petite phrase visiblement, voilà. Et je disais, merci pour ton écoute et pour ton regard d'artiste, de musicien, d'écrivain, de poète, et aussi pour le psychologue que tu es, parce que tu es aussi psychologue. Voilà. À toi, Guillaume. Alors, je vais essayer de parler de ton livre, parce que vraiment, ton livre, Thomas, c'est vraiment, je vous le conseille, hein, c'est vraiment un livre d'une grande humanité. Et en fait, pour moi, en fait, tout est dit dans ton introduction. Lorsque tu t'appuies sur quelques auteurs comme Nancy Houston ou Cynthia Fleury, la situation de la plupart des lieux d'accueil et de soins en France est catastrophique, mais après ce dur constat qui pourrait nous figer sur place, tu cherches quand même à tout prix à garder et à transmettre un regard artisanal au métier de soignant. Je te cite ainsi que Cynthia Fleury, donc c'est page 14. Et c'est là toute la difficulté, comment réinventer des fictions riches, des utopies porteuses de sens qui permettent de réenchanter le soin. La question est brûlante, comment on travaille dans le social, dans le médico-social ou à l'hôpital, comment transmettre la magie de notre métier, comment en partager la richesse, la difficulté et ou l'intensité. Et comme une forme de réponse, il y a la citation de Cynthia Fleury, voilà une définition du soin, il s'agit d'imagination vraie, au sens où l'entendait la Renaissance, d'imaginatio vera. Il nous faut comprendre qu'imagination et soin nous permettent de constituer un rapport au monde, de rendre habitable le réel. Voilà ces deux citations qui, moi, je trouve vraiment résument énormément ton livre, qui sont deux citations magnifiques. Résume même peut-être cette soirée, on verra. Et je vous conseille ô combien ce voyage à travers plusieurs univers. Tout d'abord la scène, le slam, le travail des mots. On sait pour la plupart que Thomas anime de nombreux colloques, rassemblements en rapport avec le soin. On a eu d'ailleurs l'occasion il y a quelques années de t'inviter à plusieurs endroits. On pourrait dire peut-être comme on a dit à Mathieu Bellassène, tu es chez toi ici, il y a tes pantoufles qui ne traînent pas loin si tu veux, en tout cas, voilà. Tu as été en tout cas comme à chaque fois comme un poisson dans l'eau, organisant concerts, ateliers slam, scène que tu partages sans aucune difficulté avec tes amis, les patients, les collègues. Et on sent à travers le livre combien le jeu des mots, l'objet slam, l'objet commun, vous soutient tous comme un but pour avancer ensemble. Puis, continuons un peu dans ce voyage de ce livre-là magnifique. Il y a des lieux, tous différents et à la fois très ressemblants. Les mêmes galères de pénurie d'éducs ou de veilleurs de nuit dans les foyers, de manque de soignants à l'hôpital, puis la destruction de multiples lieux d'accueil comme à Marseille où énormément de patients sont dans la rue. Et les gens, ton bouquin est plein de coups de gueule de soignants, de beaux moments de transfert, même furtifs. Je pense notamment à la rencontre que tu peux faire avec ce monsieur dans la rue. Thomas comme la photographe de la fin du livre qui sait mettre à jour la beauté de l'âme des participants lors d'un atelier slam. Pour vous expliquer vraiment très brièvement, à la fin du livre, en tout cas, il y a toute une description où c'est en tout cas un photographe qui saisit en tout cas les moments, les visages et les moments vraiment d'émotion de l'atelier. Donc, comme cette photographe à la fin du livre, tes récits donnent envie d'ouvrir un peu plus les oreilles, les yeux, et de s'émerveiller sur la moindre des choses. Lors de ce dernier chapitre, d'ailleurs, tu racontes le passage sur scène d'une femme, timide, mais qui slame avec ses tripes, et qui ne m'a pas épargné dans l'émotion que ce texte dégage. Je trouve qu'il illustre bien la force de ton livre. Je vais le lire, c'est page 106. C'est Yana qui parle. Si tous les chemins mènent à Rome, toutes mes routes mènent au Rime, et mes déroutes mènent à Beyrouth, et à ses habitants qui triment. J'écris et j'écriais désorienté, que le vent de la tempête t'emporte, toi qui es de l'Orient la porte, mon Liban bien-aimé. Pays qui m'a vu naître et m'a tant apporté, détruit par les bombes qui sont tombées. La violence effracte et casse, effrite et fracasse les bâtiments, les gens et leurs carcasses. Je vois des figures et des visages défigurés par la haine. La même qui se sème dans les cœurs blêmes, l'appât du gain devient le seul horizon et la foi aveugle, la seule raison. Partout sur terre, c'est le même problème, on n'arrive plus à se dire « je t'aime ». Le poème continue et surtout, à la fin, le monde sera-t-il un monde de flammes ou un monde de femmes ? Point d'interrogation.
Ta lettre à l'ASE aussi m'a particulièrement... On aurait pu continuer le poème, mais malheureusement, on va te laisser aussi un peu la parole. Ta lettre à l'ASE m'a particulièrement touché, donc c'est une des premiers chapitres de ton livre, car elle m'a rappelé une histoire que me racontait douloureusement une amie récemment. Elle est famille d'accueil avec son conjoint et prend en charge chez elle des petits en grande difficulté. Il y a quelques mois, idem, la même histoire que tu racontes, une éducatrice de l'ASE leur annonce qu'un de leurs petits doit faire ses affaires, car on lui a trouvé une famille et qu'elle passera le chercher demain. À peine le coup de téléphone fini, le gamin est entré en crise. Et le gamin n'a pas entendu le coup de téléphone, hein. Il rentre en crise juste après. Il n'a pas arrêté de pleurer jusqu'au moment fatidique. L'éducatrice, prise dans une logique protocolaire, a embarqué l'enfant avec bien du mal, laissant les parents et le gamin profondément choqués. Si je raconte cela, c'est parce que ma réaction aurait probablement été de travailler cela sur la longueur avec la famille, de reporter cette échéance, d'y aller avec ma sensibilité. Bref, ça s'apprend, ça. Et ça n'est probablement pas en formation que nous apprenons cette finesse thérapeutique de la relation. Et franchement, ce livre nous l'apprend et nous le rappelle aussi d'une certaine manière. Il y a des moments très rythmiques à plein d'endroits qui sont vraiment agréables à lire. Tu as une écriture qui vraiment donne envie à la fois de se révolter, mais aussi de danser et de slammer. Alors, donc, t'as vu, hein, tu nous inspires. Et pour l'écriture, et aussi, pour la musique, parce qu'avec Guillaume, finalement, on a monté un petit groupe. Après avoir joué plusieurs fois avec toi, travaillé ensemble, on a eu envie de monter un groupe. Voilà, donc on s'appelle les TTM, les Titanic Ta Mère, et on a monté un petit groupe sur un label qui vient de sortir, donc qui s'appelle De Lyon Records. Bon, comme on n'a pas énormément de moyens, on n'a pas amené les pédales de slam, moi je les connais pas bien encore, mais Guillaume va me former, mais en attendant, voilà, on va improviser un truc. Alors t'es prête ? Allez, vas-y Thomas, ouais, vas-y. C'est parti, on y va. Thomas, tu as la classe lorsque tu nous parles de soins. Tu débarques sur le dance floor, tes rimes résonnent super bien. Dyslexique, ah bon, sympathique, ah ouais. T'es pas celui à qui on va apprendre le quotidien. Jean-Henri comme lanterne, le slam comme modèle. Tu animes les colloques comme un vrai prix Nobel. Raconte-nous tes histoires du Chili, ton arrière-pays. Raconte-nous tes histoires du Chili, ton arrière-pays. Malgré le manque d'espoir, tu nous portes et c'est réussi. Créé pour survivre, inspiré pour espérer. Ton intérieur conditionnel dont toi seul tu as les clés. Les réhabilitateurs veulent nous faire la gueule de Quasimodo. On leur dira, on a des lunettes, allez-y mollo. Thomas, tu es là pour nous apporter un renouveau. Du courage, nous en avons, souffle pas trop fort, nous sommes vraiment chauds. Apprends-nous à soigner, la technique pour enchanter, les soins sans enchaîner. Nous sommes fiers de t'avoir ce soir Thomas, fais-nous vibrer ma foi, Thomas, c'est à toi. Ouais. Merci Super. beaucoup. Waouh. Waouh, ouais. Voilà, je vais vous dire, je suis très très content d'être ici au Centre Artaud. C'est un lieu qui m'a énormément apporté, qui m'accompagne depuis des années. Enfin, ces rencontres qu'on a fait. Enfin, effectivement, tu disais ça fait 10 ans. Je savais plus le temps, mais ouais. Mais quand j'étais venu une première fois, j'étais venu faire un stage. Quand il y avait des stages, ça m'avait énormément apporté. Et puis on se suit en colloque, on garde des liens. Voilà, c'est un petit trésor là quand même pour moi, toutes ces rencontres interinstitutionnelles, on va dire. Voilà, et je suis aussi très impressionné d'être là. Enfin, en regardant là sur le programme, là maintenant, je me disais c'est de 17h15 à 20h. 30. Alors en plus, je dis waouh, quand vous y allez quoi. Enfin, c'est vraiment voilà. Donc moi j'ai préparé un peu des trucs, mais pas tant que ça. Je pensais vous faire un peu des lectures, mais déjà tu en as lu, voilà. Peut-être juste, Je vais peut-être pour commencer cette question-là, effectivement, moi je traverse une période assez particulière au niveau professionnel. Il y a pas mal de changements. Ça fait 20 ans que je fais ce métier et j'ai traversé un certain nombre de désastres institutionnels, de destructions qui ont eu lieu.
C'était donc j'ai bossé dans plusieurs lieux, j'ai eu cette chance-là. Aussi bien dans le psychiatrie que dans le médico-social qu'en pédopsychiatrie, enfin voilà, c'est un peu... ou aussi avec la clinique de la rue. C'est des choses que j'ai essayé un peu de retranscrire là, voilà, par rapport à ces petites histoires. Je me sens parfois un peu comme un réfugié institutionnel, c'est-à-dire qu'il y a les institutions qui vont bien, ça se passe bien, etc. Et puis il y a des catastrophes qui arrivent, qui sont variables. Souvent, quand même, c'est des choses qui sont imposées de l'extérieur. La dernière, pour moi, c'était un lieu, enfin c'est un lieu super, hein, qui est toujours super, hein, c'est un IME, où je travaillais et il y a eu une évaluation et c'était quelque chose qui a vraiment été... j'ai eu beaucoup de mal à supporter, enfin, c'est-à-dire que on a commencé du coup à embaucher une qualiticienne, donc c'est un nouveau métier, hein, des gens qui font ce métier-là, qui accompagnent les institutions pour justifier d'un travail que les soignants ne sont plus en capacité de justifier tellement c'est absurde et voilà, et ça n'a pas de sens. On sait très bien par l'histoire que ça n'a même s'ils veulent nous faire croire que ça pourrait améliorer des choses dans le soin, que c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. On le sait, là, il y a eu le scandale Orpea il n'y a pas longtemps, hein, qui avait des très très bonnes notes, voilà, un peu plus... De manière un peu plus ancienne, il y a eu l'hôpital psychiatrique de l'Ain, où il y a eu donc une évaluation de l'ARS qui est venue. Ils n'ont pas rendu leur rapport, heureusement pour eux, mais en fait, il n'y avait aucune... ils ont présenté aucune... comment dire ouais, aucune notification, enfin un truc à varier. Peu de temps après, il y a la contrôleuse des lieux de privation de liberté, donc Adeline Azan, à l'époque, qui est arrivée, et qui a constaté des choses absolument inhumaines dans la prise en soin, la prise en charge des patients. Certains étaient attachés pendant des jours en chambre d'isolement, etc., des contentions qui n'étaient pas justifiées, pas justifiables, enfin voilà. Et ça, il s'y intéressait pas du tout dans la question de l'évaluation. C'est aussi une histoire qui coûte, là pour l'institution, ça coûtait 16 000 €, donc c'est des organismes privés qui font ça. Pour la petite histoire, donc ce lieu-là, la Pinède, a passé cette certification avec cette qualiticienne, hein, qui a bien aidé. Moi c'était le point de départ. L'organisme de certification est un organisme privé, c'est quand même des fonds publics qui servent à payer ça, c'est de manière obligatoire. 16 000 €, c'est pas rien. Ils viennent 3 jours, c'est tous les soignants qui font tout le travail de l'évaluation. Alors, je sais pas trop comment ça se passe dans le sanitaire, mais dans le médico-social, c'est des choses comme ça. Je pense que c'est un peu les mêmes trucs, hein. Ça vient plutôt du sanitaire et ça se diffuse dans le médico-social. Ça vient de l'industrie, exactement. Ouais. C'est-à-dire que c'est les mêmes types de choses qui sont demandées, enfin des trucs complètement absurdes, mais en même temps, bon bref, peut-être pas trop digresser de ce côté-là, mais il se trouve que peu de temps après, donc ils ont passé l'évaluation, ils ont une bonne note évidemment, voilà. Mais l'organisme qui certifiait n'a lui-même pas été certifié. C'est-à-dire qu'ils ont renvoyé un mail en disant désolé, on a raté la certification, donc prenez contact avec l'ARS parce que peut-être vous allez devoir repasser la certification. Finalement, ça s'est pas fait, etc., etc. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une escroquerie intellectuelle et financière et que, évidemment, c'est impossible de faire rentrer des mots dans des chiffres. Et l'idée qu'il y a derrière un petit peu tout ça, c'est que finalement, le soin coûte cher, il faudrait faire des économies, etc. Et alors, comment on arrive à opposer d'autres idées à ça, voilà. Je pense qu'on en parlait un petit peu lors des assises de la psychiatrie aussi, à quel point la série En Thérapie a fait beaucoup de bien aussi pour parler de la psychanalyse c'était une fiction, c'était pas des grandes théories, etc. Et pourtant, je trouve d'une manière assez juste, ça parlait de ce travail de transfert, de l'investissement du thérapeute, etc. Bon, c'était une fiction, de cette manière-là. Hein.
et que peut-être que le travail, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de proposer à travers cet ouvrage-là, ce deuxième ouvrage, de proposer alors justement des fictions, parce que ça permet de parler avec encore plus d'authenticité des choses comme ça, parce qu'il y a on est aussi toujours entravé par, on peut pas nommer les choses comme ça, évidemment aussi pour les personnes qu'on suit, les patients, mais aussi pour les institutions. Quand on a un contrat quelque part, on est aussi soumis à un devoir de discrétion, donc on ne peut pas parler ouvertement de ce qui s'y passe, tout ça. Donc la fiction permet d'échapper un peu à ça et de pouvoir amener un petit peu des choses comme ça. Donc moi, mon idée, c'était de pouvoir proposer quelque chose, des histoires qui pourraient être aussi partageables par des gens qui ne sont pas soignants, parce que ça nous concerne tous, je crois, cette question-là. La psychiatrie, ça fait longtemps qu'on le crie et que ça ne va pas bien. Mais en même temps, là, on voit bien avec le Covid, c'était un petit peu la pichenette d'accélération de ce qui se passe. Maintenant, évidemment, il y a les urgences, de partout ça craque en fait. Et ça concerne tout le monde. Alors la psychiatrie, on vous dit, ah, mais il y a des gens qui se sentaient sans doute pas tout à fait concernés, bien qu'on puisse tous voilà, se retrouver dans une situation de fragilité à un moment, ou un proche, mais par contre, effectivement, les maisons de retraite, ça concerne tout le monde, parce que déjà, on va tous vieillir, et puis on a tous, voilà. Donc, et puis les urgences aussi, et puis tout ça, voilà. Donc il y a quelque chose qui est en train de partir quand même en lambeaux. Et je pense que là, il y a quelque chose qu'il faut penser de manière un peu collective, et peut-être sortir de nos collectifs de soins pour aller le ramener sur la place publique, quoi. Voilà, donc mon idée en écrivant ça, c'était aussi peut-être de rendre des choses partageables voilà, par le plus grand nombre. Donc voilà, moi je vous propose de faire un peu ce que je sais faire peut-être le mieux, c'est de vous lire quelques petits extraits, et puis après on pourra en parler. Je sais pas trop en fait, est-ce que vous m'entendez comme ça? Ouais, ça va. Moins bien, mais... C'est surtout Ah, c'est pour l'enregistrement, ok. Peut-être pour commencer, une petite histoire autour de la psychiatrie, qui est un ensemble à la fois des personnes que j'ai rencontrées, de lieux. Donc ça se passe dans un lieu qui s'appelle La Chênaie, mais c'est en même temps un imaginaire J'ai eu la chance de travailler dans un lieu super qui m'a vachement formé, et qui est plus dans le même état que... C'est Saint-Martin de Vignegoul. Voilà, un lieu qui m'a beaucoup apporté. Donc il y a à la fois un peu ça, c'est un peu les ateliers d'écriture que je faisais là-bas, mais pas tout à fait non plus, voilà. Donc ça s'appelle La jeune femme et le labyrinthe. Il était une fois une jeune femme prisonnière au centre d'un immense labyrinthe de pierres noires. Les murs étaient si hauts qu'ils ne laissaient jamais passer les rayons du soleil. Il existait beaucoup de légendes autour de ce labyrinthe. Certains disaient que la jeune femme l'avait elle-même construit. D'autres pensaient qu'elle était victime d'une malédiction familiale et que le labyrinthe avait été édifié dans le seul but de l'enfermer, soit pour la punir, soit pour la protéger du monde. Des médecins avaient dit que c'était la faute de sa mère avait dit que c'était la faute de son père avait dit que c'était la faute des médecins, et sa sœur pensait que c'était la mort de Mathéo, son petit copain, qui avait eu la mauvaise idée de croiser un chauffard ivre alors qu'il circulait en scooter, qui avait déclenché la décompensation. Seule la jeune femme, que l'on pourrait appeler Flora, ne s'était jamais posé la question. Ce qui suit est une histoire comme il en existe des milliers, une histoire authentique, bien qu'elle ne soit pas vraie, une histoire comme dans les mille et une nuits, et là, c'est Scheherazade qui se raconte. Je m'appelle Flora, et tu sais, l'écriture, ça m'a sauvé la vie. Pendant des années, j'entendais des voix dans ma tête. Enfin, c'était surtout la même voix, toujours la même, la voix. Je ne sais plus à quel moment elle est apparue. Cela s'est fait petit à petit. Il me semble qu'au début, j'ai cru que le type de la télé parlait de moi. Et puis, je me suis mis à faire des trucs bizarres, à réagir étrangement, parce que la voix me parlait et que ça m'empêchait d'écouter les gens. Plus ça allait, plus elle devenait agressive. Elle me parlait mal, elle m'insultait, et je ne pouvais pas l'arrêter. J'avais l'impression d'être une frêle esquiffe sur un océan déchaîné. Les vagues me donnaient la nausée, j'étais détrempé par des gouttes de pluie et le vent glacé était si froid que c'était comme si des échardes me pénétraient les os. Il arrivait parfois que je me sente en paix, mais la paix ne durait jamais très longtemps. Rapidement, elle revenait, d'abord sous forme d'un lointain brouhaha, comme le son de la mer en hiver. Puis, c'était comme si la plage se peuplait.
des enfants, des rires, l'insouciance des familles, des vendeurs de chouchous, des amoureux, des amis, des voitures, le vent, la tempête au loin, des machines, des loups blessés qui hurlent, une femme qui accouche des bébés morts, des hommes qui se battent à coups de poing, ils sont 2, 4, 6, 12, ils ont des barres de fer, des couteaux, ils crient, la tempête se rapproche, il y a des hélicoptères, des armes à feu, des bombes, des femmes et des enfants qui se font violer, qui crient, la tempête. Silence. Un seul instant de silence. Ensuite, tous les bruits se concentraient et elle était là. La voix. Une femme sans âge et sans visage, prisonnière dans une cage d'acier, elle n'a pas de nom. Elle est impossible à décrire. Comment mettre des mots sur l'indicible, ce qui se trouve après la frontière du langage? Je ne pouvais pas lui échapper. Après des années, je suis arrivé dans cette clinique du Loir-et-Cher, la Chênaie. J'étais passé par d'autres endroits avant. Des HP, j'en avais vu, des médecins, j'en avais croisé. Des traitements, j'en prenais. J'étais même devenu une sorte de zombie. J'avais la bouche pâteuse, mes dents s'abîmaient, je n'arrivais plus à décoller mon regard du sol tellement j'étais défoncé. Je prenais du poids et je flottais dans une espèce d'espace hors sol, dans un ciel cotonneux, sans pesanteur, sans importance et sans hauteur. Et dès que je redescendais, dès que j'arrêtais de prendre les médicaments, je me retrouvais au cœur de la tempête. Alors je m'étais résolu à cette vie de merde. C'est comme si j'étais seul, perdu au cœur d'un immense labyrinthe dont je n'arrivais pas à trouver la sortie. Quand je suis arrivé dans cette clinique du Loir-et-Cher, qui pratiquait ce qu'il nommait la psychothérapie institutionnelle, il s'est passé un truc. D'abord parce que c'était beau. Il y avait des arbres immenses et parfois le matin, on pouvait même croiser des biches dans le parc. Et puis là-bas, on pouvait aller où on voulait. Si on voulait se barrer, rien ne nous en empêchait. La psychothérapie institutionnelle, je ne pourrais pas trop expliquer, mais je crois que ça veut dire qu'on considère les gens hospitalisés comme des gens responsables malgré leurs différences et leurs folies. Mais moi, ce qui m'a sauvé, c'est pas juste ça. 1 ou 2 semaines après mon arrivée, j'ai poussé la porte de la salle jaune qui était fermée. Ça m'a paru bizarre, une porte fermée dans un lieu comme ça. Alors je suis entré. C'était un mardi après-midi, je crois. Et là, je l'ai vue. Elle était debout, de dos, et en face d'elle, il y avait les autres. Ceux que j'avais déjà vus sans les voir. Ombre sans ombre, silhouette floue dans une foule sombre, corps en ombre, sans armes, sans âme, sans personne pour les enlacer, sans doigts pour les caresser, bouche sans voix, sans cri, cimetière sans croix, embarcation perdue en mer, comme moi. Bref, c'était des patients qui semblaient concentrés sur un truc. J'ai dit « Eh, vous faites quoi là ?» ?»« Chut !» a dit quelqu'un, on écrit. Alors, celle qui était de dos s'est retournée. C'est comme si le soleil sortait après une longue nuit d'hiver. Son visage était tellement beau, son sourire tellement accueillant que j'ai été ébloui. Je m'appelle Fatia et on fait des ateliers d'écriture. On vient juste de commencer, vous voulez participer ? Je ne sais pas trop pourquoi, mais je me suis resté. Sans doute l'ambiance. Ou alors le sourire de Fatia. Qui sait ? Toujours est-il que j'ai passé 2 heures à écrire. Et puis j'ai lu mon texte et tout le monde m'a écouté. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas été écouté comme ça. Mais surtout, ce que j'ai réalisé après coup, c'est que lorsque j'écrivais, la voix ne me parlait pas. Alors je me suis mise à écrire régulièrement, d'abord uniquement aux ateliers hebdomadaires de Fatia, et puis tous les jours. Je tentais d'accoucher la nuit en moi. Fatia m'a conseillé des livres et j'ai découvert Gilvik. La nuit accouche des étoiles, toi tu accouches des poèmes, lentement, en tâtonnant, mais la nuit a plus de talent. C'est comme s'il l'avait écrit pour moi. J'ai compris que nous ne parlions pas dans une langue. En vérité, c'est la langue qui nous parle. On m'avait dit schizophrène. Un jour, j'ai entendu Simon faire une blague. Moi, je suis schizo et ça me freine. Le médecin n'avait rien compris. Il l'a pris au 1er degré, il s'est dit que Simon voulait augmenter son traitement. Alors que c'était juste une blague. Je me demande parfois si les soignants comprennent le 2nd degré. Pour moi, ça a été un moment incroyable. L'émancipation du poids des mots des autres. Le diagnostic n'appartient qu'à celui qui le pose. Et puis j'ai entendu Maryse qui disait « Les gens sont bloqués, ça doit être chiant. » Moi, c'est pour ça que ça fait 20 ans que je débloque. Et là, le déclic. Puisque tout se jouait dans le langage, il fallait que je parte à la conquête, que je me réapproprie une langue qui me concerne, qui me parle. Comme l'a si bien exprimé Gilvik, le poème nous met au monde. Moi aussi, je voulais accoucher mon propre monde, devenir moi. Écrire m'a permis de reprendre ma parole en main, parce que paradoxalement, la meilleure façon de prendre la parole, c'est d'écrire. Depuis, je me suis fait tatouer Gilvik sur le cou, pour ne jamais oublier ça quand je me regarde dans la glace. J'écris des poèmes, des pensées, des lettres. Écrire me permet de transformer mes mots en phrases. Et c'est sans doute ce qui m'a sauvé. Pour tout dire, la voix, elle revient parfois. Elle est moins agressive, et nous avons entrepris une conversation. Elle me laisse écrire, et parfois elle me parle même à travers mon stylo. Elle avait sans doute besoin d'être écoutée, comme moi. Alors j'ai tissé un fil avec mes mots.
j'ai trouvé un chemin hors du labyrinthe. En sortant de la clinique, j'ai commencé une formation pour devenir animatrice d'atelier d'écriture. Je ne pense pas que je bosserai un jour en psychiatrie parce que j'ai pas trop envie d'y remettre les pieds. Par contre, j'ai très envie d'animer des ateliers en maison de retraite. Mais ça, on verra bien, c'est une autre histoire. Ouais. Bravo. Peut-être que cette question aussi à la fin de cette personne qui se met à écrire et à animer des ateliers d'écriture et du pouvoir de l'écriture, c'est un truc moi qui m'a tout de suite parlé. J'ai commencé ma formation de psychologue à Montpellier en même temps que je faisais du slam. Et donc c'était il y a... c'est à Saint-Martin que j'ai fait mes premiers stages et mes premiers boulots, c'était à Saint-Martin, ouais, Saint-Martin-de-Ginegoul. J'ai découvert la psychothérapie institutionnelle comme ça. Parce qu'il faut toujours des passeurs aussi, quoi. Et donc, moi, je voyais bien dans les scènes slam que j'arpentais qu'il y avait plein de gens qui avaient des problèmes psychiatriques, qui faisaient des allers-retours en psychiatrie ou qui prenaient des traitements, etc. Mais c'était pas trop la question. On était copains, quoi. Enfin, et d'ailleurs, c'est un truc que je constate souvent quand je fais des ateliers dans le milieu du soin. Souvent, les soignants sont beaucoup plus bloqués que les patients. Hein, c'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. Et du coup, cette question de l'écriture comme un moyen aussi de dialoguer avec soi et peut-être parfois d'apprivoiser aussi son monde intérieur. Voilà. Et par ailleurs aussi, je participe à une formation d'animateur d'atelier d'écriture à Marseille-Saint-Charles, à la fac ex-Marseille. Et il y a aussi parfois des gens qui sont un peu fragiles qui viennent là. L'écriture, c'est un monde qui appelle aussi toute la question de la marge aussi. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment un point commun. D'ailleurs, il est très fréquent qu'il y ait des ateliers d'écriture en psychiatrie, parfois animés aussi par des soignants qui n'écrivent pas eux-mêmes. Alors c'est toujours surprenant, on n'imaginerait pas ça avec un atelier de musique. En même temps, je me dis que l'outil principal sans doute du soignant, c'est le langage, et que l'écriture, c'est le langage. Donc voilà, effectivement, tout est... Pourquoi pas, et puis ça n'empêche pas qu'il y ait parfois des ateliers super qui se passent, et puis parfois des gens qui sont écrivains qui animent des ateliers d'écriture. Bon, voilà, c'est pas forcément écrire ne permet pas forcément de c'est pas forcément un talent pour transmettre. Il y a aussi des choses, je pense que c'est pareil dans tous les arts, dans la musique, il y a des très bons musiciens qui sont peu pédagogues et inversement des très bons pédagogues. Bien qu'il ne s'agisse pas tellement de pédagogie, mais plutôt de faire émerger là le langage de chacun. Enfin, je dirais que c'est quelque chose de ça. Je ne sais pas si vous avez un peu des remarques là par rapport à cette première lecture ou plus. On peut faire circuler ce micro. À un moment dans ma vie, j'étais dans un hôpital de jour en face, qui a fermé d'ailleurs. Puis c'est une expérience que j'ai vécue. Alors je me suis aperçu dans ma souffrance psychique à l'époque que c'est lié à la souffrance physique aussi. Il y a pas de, pour moi, la souffrance psychique pure, ça n'existe pas. Et le corps qui est le mien, il fallait que je me sente bien là-dedans. Effectivement, je me suis mis à écrire comme un fou à un moment, mais je trouve des métaphores. Guillaume le sait que j'aime bien faire des métaphores. Il ne faut pas que le débit du délire ne déborde de l'espérance, parce que je compare la vie à un grand fleuve. Alors c'est les fleuves, ça n'a pas de mode. Alors un jour, il y a une phrase qui m'est venue à l'esprit. La tempête a béni mes éveils maritimes. Je me dis d'où ça vient ça. Et puis je me suis aperçu que c'était dans le bateau ivre de Rimbaud. Mais ça m'a aidé. Et puis Guillaume, il sait à quel point la musique m'aide beaucoup aussi. Et c'est pas toujours facile, pas toujours évident dans ce monde, mais des fois c'est une question d'univers, une quête d'univers. Et on peut se trouver dans un endroit qui ne nous plaît pas. Et puis c'est bien de rechercher aussi la gentillesse quelque part. La fraternité, la gentillesse, parce que dans un monde, on a toujours tendance à des mesquineries, des choses, des petits trucs non possibles, alors qu'on voudrait grandir un peu comme dans le poème de Baudelaire, Élévation, où chercher, voilà.
bon, je crois toujours, j'ai toujours l'utopie dans la tête. Et puis, voilà, la psychiatrie, c'est compliqué. Je sais qu'il y a 7 mots barrières, 7 obstacles entre deux individus. En gros, c'est ce que j'avais appris, grosso modo. Voilà. Alors, j'avais noté mes rêves aussi. Je fais des rêves incroyables, des fois. Je ne vais pas les raconter ici, c'est trop long. Voilà. Merci. Ce que vous dites, moi, ça me fait associer un peu comme ça. Déjà, la question de l'écriture, hein, quelque chose d'assez incroyable, c'est que, enfin, pour avoir beaucoup fréquenté et des scènes slam et la question de l'animation, d'ateliers d'écriture, etc., on va dire, par exemple, dans la musique, quelqu'un qui n'a jamais joué de musique et quelqu'un qui a l'habitude de jouer, on va vraiment entendre la différence. Il y aura quelque chose comme ça. Dans l'écriture, on peut être tout à fait bouleversé par quelqu'un qui écrit un texte pour la première fois. Enfin, et c'est aussi cette question un peu, je trouve un peu magique. Hein. Finalement, c'est une trace d'une pensée ou d'une manière de dire les choses, et que ça n'a pas de prix, et que chaque personne va avoir sa singularité, sa manière de dire les choses. Alors parfois il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres, voilà. Mais ça n'empêche pas que voilà, on peut ne jamais avoir écrire des choses bouleversantes. Il y a un auteur là qui s'appelle Patrick Clopin, par exemple, qui a beaucoup travaillé avec des enfants et qui retranscrit des choses, des phrases de gamins. Ça va de CP ou des enfants en difficulté dans des ITEP, etc. ou sixième, etc. Et il y a des espèces de pépites là qui sortent. Alors à la fois, il propose des choses qui permettent de faire émerger ces pépites là, mais voilà, il y a des choses bouleversantes, hein, qui aux larmes, je veux dire. Hein, je pensais ça, et puis vous parlez aussi de la gentillesse. Alors moi, ça me renvoie à un truc, parce que là, il n'y a pas très longtemps, je suis allé à Toulouse pour présenter aussi ce bouquin-là avec les psychoses, hein, pareil aussi, parmi des espèces de compagnons de route. C'est ce que j'ai. Comment ? C'est ce que j'ai. Ah oui, ok, la psychose, ok. Mais eux, ils causent. C'est une association qui s'appelle les Psy. Cause, ouais. Ah, Les psys qui causent. Voilà. Qui est un groupe d'infirmiers Aussi. qui travaillent en psychiatrie. Vous parlez, vous aussi. Et du coup, il y avait pas mal de personnes de GEM qui étaient venues, etc. Et c'était assez intéressant parce qu'ils me posaient des questions que je ne m'étais pas du tout imaginé. Voilà. Ils me disaient, pourquoi vous faites ce métier ? Qu'est-ce qui... Voilà, alors ça c'est quand même une grosse question, et je pense qu'on se la pose toujours un peu, mais vraiment comme ça au fond, qu'est-ce qui fait que je suis là ? En plus, par différentes histoires récemment, je me suis posé la question si j'avais envie de continuer. En vrai, c'est tellement compliqué. Mais bref, donc et aussi quels sont vos points d'appui. Enfin, pourquoi vous faites ça ? Et un truc qui m'est venu là spontanément, c'est parce que j'aime les gens avec qui je travaille. Et je me disais, mais ça, c'est vraiment un truc, sans doute une des conditions sine qua non, qui n'est pas suffisante. Hein. Je me rappelle d'un truc que tu avais dit une fois, Patrick, hein, je ne sais plus comment tu le tournais, mais l'amour ne suffit pas, évidemment. C'est pas juste de ça. Il y a aussi toute une question de travail, d'ajustement, voilà, la question de l'analyse du transfert, etc. Qu'est-ce qui se joue ? Et puis parfois il y a des gens qui nous agacent, et ça ne veut pas dire le travail est possible aussi, mais au fond il y a cette question-là. Là j'étais donc je travaille dans un lieu que je ne vais pas nommer devant la caméra, qui est un lieu absolument infâme, où je suis arrivé, voilà, et où je démissionne. Là j'ai donné ma démission hier. Ah ouais. J'ai essayé voilà. Voilà. Mais bon, j'avais toujours travaillé dans des lieux super, et voilà, c'est bien parce que j'ai eu cette expérience de choses où je vois que les choses sont pas possibles, à la fois du côté de la direction et des équipes aussi, qui sont sur les trucs. Ils se posaient la question pourquoi les jeunes n'avaient pas envie de venir, et en fait, juste la question, c'est que eux, ils n'ont pas envie d'être avec les jeunes qu'ils accueillent, quoi. Ils n'ont pas envie d'être là. Et je discutais au repas avec un des collègues. Alors qu'il disait, ouais, alors maintenant, t'as entendu parler de cette association qu'il y a, nanana, on peut bosser en libéral et tout. Et même, moi j'ai une chambre chez moi, j'ai 3 chambres, machin, nanana, je pourrais faire un peu accueillir des gamins, nanana. Et je disais, ouais, mais la difficulté un peu avec ça, c'est que, ce qui n'est pas évident, c'est que quand c'est un peu famille d'accueil, on s'attache à ces gamins.
Il me dit, ah non, mais moi je m'attache pas. Je dis, non, mais les enfants avec qui on bosse, ah non, moi je m'attache pas, quoi. Et là, j'ai vraiment compris le fossé qu'il y avait entre nous. Enfin, c'est un truc, comment c'est possible, hein. Mais ça induit des trucs avec de la maltraitance, hein, je veux dire, physique, hein, là, qu'il y a des choses qui. Voilà, c'est très compliqué, hein. Là, hier, j'ai vu un éduc qui coinçait un gamin, il coinçait la tête entre les jambes. Alors, c'est des choses voilà, absolument insupportables. Et en même temps, je dis pas, hein, les gamins, c'est des gamins très durs, qui ont vécu des choses très dures, qui sont très chiants, qui vont aller justement attaquer le cadre, qui vont aller chercher ça aussi, mais voilà, justement, d'autant plus. Et la gentillesse, c'est l'autre. Et ben voilà. Ben, je pense qu'effectivement, la gentillesse, il y a question ouais, cette forme d'attention à l'autre, d'accueil, hein, en fait, d'amour. Je sais pas comment le dire, parce que finalement, amour, ça veut dire plein de trucs différents, un même mot. On est évidemment c'est pas le même amour que l'amour familial, c'est pas l'amour amoureux, c'est pas l'amour amical non plus, c'est un autre type d'amour. Je sais pas comment on pourrait. Voilà, La bienveillance peut-être. il y a une forme de bienveillance. Veiller sur eux. Alors en même temps, moi je suis toujours un peu circonspect par rapport à ces termes qui sont un peu repris aussi de bienveillance ou de bientraitance. Mais effectivement, sans doute, il y a quelque chose au fond de. Là, en ce moment, c'est beaucoup repris, même Voilà. dans le privé, même dans beaucoup de métiers, je vous l'accorde. Mais en fait, c'est pas spécialement excusez-moi. Pardon. C'est pas spécialement la gentillesse. Enfin, la gentillesse, c'est quelque chose que vous allez avoir en vous vis-à-vis des personnes qui vous ressemblent. C'est comme un écho, la gentillesse. Ça va, voilà. La bienveillance, ça va être une attitude que vous allez avoir par rapport aux personnes. Et donc là, vous nous parliez à la base d'un soigneur qui n'avait pas d'affect. Alors, dans votre métier, excusez-moi, je ne suis pas de votre métier. Ça se sent, je pense, mais je ne suis pas de votre métier. Mais dans votre métier, d'ailleurs, si je ne suis pas dans votre métier, c'est parce que j'aurais peur de l'affect que j'aurais. Parce que tout me touche, tout me transperce, et donc j'aurais trop d'affect. Sauf que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir trop d'affect. En attendant, il vous faut quand même de la bienveillance, savoir veiller de manière bonne. Donc, la compassion. Oui, bah, la compassion, c'est comme la gentillesse. La compassion, ça va être en vous. La bienveillance, ça fait partie. Enfin, la compassion qui fait partie de la bienveillance. Mais savoir traiter, enfin, c'est pas trop le traiter, savoir soigner, accompagner. Ouais. Mais tout ça, enfin, ça vous demande aux soigneurs, ça doit demander des ressources extraordinaires. Parce que les patients ont beaucoup de ressources, mais ils sont obligés d'avoir beaucoup de ressources, les patients, parce que justement, déjà, pour être patient, il faut être patient. Hein, faut être bienveillant vis-à-vis de son soignant, il faut avoir confiance en l'autre pour pouvoir vous suivre. Mais donc, à un moment donné, quand effectivement le cadre n'est plus le bon, est trop strict ou plus là, vous êtes quand même face à une dérive. Donc on pense au monsieur qui a une métaphore des bateaux. Enfin, c'est compliqué quand même de trouver votre place dans votre métier, dans un environnement qui n'est pas forcément adapté. Donc le monsieur qui n'a plus de bienveillance aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'en fait il a été trop secoué, il s'est dit je peux pas. Trop déformé par sa formation. Je peux pas donner de mon cœur parce que voilà. Moi je pense que il faut qu'il arrête. Oui, alors ça, bon. C'est une vocation Oui, aussi. je comprends. D'une certaine manière. Après, ça se travaille. Mais effectivement, c'est un espèce de fil entre les deux, hein. Je veux dire, être trop affecté, c'est pas possible non plus, hein, parce qu'effectivement, c'est faux. Hein. Enfin, je pense qu'il y a aussi, c'est aussi. Dans votre métier, en fait, c'est une vocation, quelque part. Mais une vocation qui
demande beaucoup d'énergie. Et parfois, c'est difficile on garde tout ça en soi aussi et ça peut affecter aussi. Donc, il y a une compassion envers le patient et nous, patients, on a une certaine compassion aussi envers le soignant. Alors, vous parliez de vocation. Dans vocation, il y a l'idée de la voix. Et que, effectivement, peut-être qu'il y a une sensibilité qui fait que si on a la chance, on fait le métier, on se forme au métier pour lequel on a effectivement, on se sent, où on éprouve une certaine sensibilité, et voilà, des sensibilités qu'on peut mettre en œuvre, et effectivement, trouver sa voie et pouvoir tracer le chemin et suivre un peu, il faut effectivement y travailler. Voilà. Et effectivement, ça s'appelle le travail que nous faisons auprès des patients. Beaucoup de patients nous l'ont appris. Voilà. Et aussi d'anciens, et puis des soignants, et puis des gens avec lesquels on travaille, qui ne sont pas nécessairement des gens qui sont dans le soin. Ça peut être des artistes, ça peut être des gens avec lesquels on discute, et puis qu'on invite par exemple à animer effectivement des ateliers d'écriture. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, et puis les patients aussi arrivent à trouver leur voie. Ça veut dire non seulement ils arrivent à trouver leur chemin, mais ils arrivent à se poser eux-mêmes. Et aujourd'hui, on a des patients qui effectivement nous ont laissé comme ça des phrases, des citations, voilà, qu'on emploie, à laquelle on se réfère. Parce que nos références, c'est pas que les livres, c'est aussi ce qu'on apprend dans la relation humaine. Et c'est enrichissant. ben voilà. Et dans un atelier d'écriture, en fait, c'est un atelier de journal du club intra-hospitalier. Je crois que c'était en plein confinement. Et donc, il y avait un atelier on s'était battu pour maintenir des ateliers, voilà, à l'époque où on ne pouvait même pas se réunir, rappelez-vous. Et finalement, le journal s'appelle le Lotus, et il y a un patient, mais alors, qui lui a eu un sacré parcours et dans la vie et dans le soin, et qui n'a pas toujours été sur la bonne voie, si j'ose dire. Et il a risqué beaucoup de choses de lui-même, et puis à un moment, il nous trouve cette phrase qu'on retient encore, que il vaut mieux être bien soigné que mal guéri. Voilà. En combien ? En quelques mots, même pas, il n'y en a même pas 10, quoi. Voilà une véritable synthèse comme ça voilà, une sagesse, et qui lui aussi l'a transformé. Voilà, on l'a repris, on l'a non seulement gardé pour le journal, mais on en a fait une affiche, on en a fait voilà. Et voilà, ce sont des phrases comme ça qui nous transforment. Le patient, ça l'a transformé. Nous, effectivement, comme tu disais, c'est une pépite. Et quelque chose qu'on porte en nous, parce que, voilà, c'est... voilà, ou alors ce patient, aujourd'hui, décédé de vieillesse, il a vieilli avec nous, et qui disait que pour que les patients s'élèvent, la voix des patients se fasse entendre, pour que les patients s'élèvent, il faudrait que
les soignants s'abaissent. Voilà, il faudrait un peu, à chaque fois, tu parlais d'ajustement. Et voilà, c'est des phrases comme ça qu'on garde en soi et qui guident notre chemin, justement. C'est des jalons comme ça, et un peu sur lesquels on prend appui pour pouvoir continuer le travail qu'on fait malgré. Alors effectivement, de passer dans des lieux où ça se passe mal, c'est bien d'avoir comme ça dans sa besace quelques, comment dire, ce viatique, ces phrases-là qui nous aident à avancer, à continuer. Ben moi, j'ai une petite suggestion. Ce que je fais régulièrement, c'est quand je suis en entretien, soit avec mon psychologue ou ma psychiatre, c'est que j'ai toujours une petite attention particulière. Lui dire, parce que vous êtes là pour nous aider, mais en comparaison, on aime bien aussi, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que c'est pas trop dur pour vous ? Quelle façon vous y prenez ? Parce que c'est un lourd fardeau. Quand vous rentrez chez vous, vous repensez à la journée que vous avez passée, vous avez entendu beaucoup de patients. Et j'aime bien être dans cette ouverture-là d'abondance, de compassion, voilà. Envers ceux qui nous aident, parce que ça doit pas être qu'à un sens unique, ça doit être voilà, équilibrer un petit peu tout ça, parce que ça apporte tout le monde en fait. C'est ça qui encourage les soignants aussi, voilà. Quand on va un petit peu mieux, de leur demander comment vous allez, est-ce que ça va, est-ce que ceci, est-ce que cela, voilà. Moi, par rapport à ce que tu disais, Yacine, sur la question de la position un peu surplombante qu'il peut y avoir comme ça, je pense effectivement qu'il faut être très attentif à ça, à pas avoir une position non plus un peu pédante et tout ça, quoi. Du coup, effectivement, il y a gentillesse et gentillesse, je dirais, il y a une espèce de bonnes intentions. Et après, sur la question de la compassion, alors... Voilà, moi je pense que empathie, compassion, sympathie, c'est des choses un peu différentes. Compassion, c'est souffrir avec. L'empathie, c'est vibrer avec, ou la sympathie aussi. Je préfère effectivement largement la question de l'empathie. Voire de la sympathie, ça c'est Michel Le Carpentier qui parlait de ça, effectivement. Éprouver de la sympathie pour les patients, c'est un truc voilà, très important. Pourquoi pas, enfin voilà, pourquoi... Et voilà, et je sais plus, cette question aussi un peu de la formation, qui est quand même un truc, la formation des soignants. On apprend aussi, et c'est dans la transmission, on apprend un peu des choses théoriques, mais c'est surtout dans ce qui se passe dans des lieux comme ça. Moi, je pense par exemple, voilà, le Centre Artaud, c'est un des lieux qui m'a formé, parmi d'autres lieux, mais voilà, même. Là, je travaille actuellement, j'ai fait des remplacements et je vais commencer un boulot dans un lieu qui s'appelle Tentative, qui est un lieu d'accueil pour des personnes autistes, des jeunes adultes, qui est un lieu de vie en fait. Et à la base, au tout début, ils prenaient que des gens qui n'étaient pas formés. C'était un peu un espèce de truc, c'est la suite de Ligny, je ne sais pas si vous connaissez, qui est plus connu souvent des édus que des psys, mais voilà, qui a fait tout un travail... et puis ils se sont rendus compte que bon, quand même, enfin, ces formations, ça apporte quand même des choses, quoi. Et puis les choses qui ont un petit peu changé. Alors moi, je vois bien là dans l'équipe, il y a des gens qui n'ont aucune formation. Ça les empêche pas d'être, je sais pas comment dire, un vrai investissement que je trouve beaucoup plus que dans le lieu que je quitte là, d'envie de partage, dans les trucs comme ça. Après, ça n'empêche pas que il faut aussi, à mon sens, qu'il y ait une appétence un peu pour la réflexion, pour le questionnement, pour voilà. Et donc et là, il y a des gens qui sont, certains ne sont pas formés, d'autres sont un peu formés aussi, enfin d'autres sont formés, on va dire, enfin ont des formations de soignants, mais il y a un truc qui fonctionne. Et paradoxalement, d'un autre côté, un autre collègue du lieu là dont je vous nommerai pas, voilà, que je quitte, qui me disait ouais, moi avant je travaillais au foyer de l'enfance et on était une équipe, on était hyper soudés et tout ça, et même on n'allait pas en analyse de pratique. J'ai dit mais t'es con quoi, enfin c'est enfin voilà, enfin et là je me suis dit mais en fait comment on peut, enfin son principe de base c'est
Bah oui, oui, ah oui. Mais ça, et par ailleurs, ça n'empêche pas que ces collègues-là, ils sont par ailleurs très sympathiques, je veux dire, sur ça. Bon, pas tous, mais voilà, lui, notamment, il est par ailleurs sympathique, etc. Et puis, moi, j'entendais aussi c'est Lise Guignard qui en parlait, mais c'est un truc d'une phrase que Houry lui avait dit, en fait, ou je sais plus, Houry ou Hélène Chéniaud, je sais plus. Donc, c'était à la Borde, elle s'occupait très bien, machin. Et puis à un moment, il y avait une collègue qui était chiante, machin, etc. Donc elle va s'en plaindre. Et du coup, je sais plus, c'est Hélène Chéniaud qui lui dit. Hein? C'est Daniel Rouleau. Ah, Daniel Rouleau, voilà, Daniel Rouleau, qui disait mais tu veux être soignante si tu veux pas soigner ta collègue. Enfin, et effectivement, il y a ce truc-là de. Voilà, bon, c'est plus difficile, je trouve, pour les collègues. Mais c'est aussi important de pouvoir accueillir les gens comme ils sont et qu'on ait tous le compte de quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Bon, c'était juste. Oui, moi je voulais dire, Thomas, ce que j'aime beaucoup dans ton écriture, c'est qu'en fait c'est un peu une métaphore du soin parce que tu pars d'une rencontre, cette rencontre, elle te fait écrire, et comme tu écris, tu passes par toi, ça passe par toi, ça passe par tes mots, et en écrivant, je trouve que tu redonnes la place à cette personne en fait, c'est-à-dire que c'est un va-et-vient entre voilà, cette personne que tu as rencontrée, toi qui en parles, qui mets tes mots et qui raconte finalement cette personne. Et je trouve que c'est voilà, c'est aussi ça le va-et-vient du soin, c'est-à-dire que c'est ce que vous étiez en train de dire, c'est la communication entre les uns et les autres, que ce soit entre les soignants, mais entre soignants et patients, et comment on apprend les uns des autres et comment ça communique et comment voilà, ça fait... voilà, ça communique. Et je trouve que en cela, ton livre, il est très précieux. Par rapport à ce que tu dis là et par rapport à ce que vous disiez aussi, je ne sais plus trop qui, finalement du risque de la rencontre, est-ce que tu disais il est soudé, hein, soudé dans le sens où plus rien ne passe, quelque chose d'une rigidité. Là, je ne sais pas si tu avais l'intention de lire ça, mais je ne veux pas dévoiler peut-être des prochaines lectures. En tous les cas, c'est toujours ce monsieur de la gare de Marseille. En fait, c'est sur le coup d'œil, voilà, il y a le regard qui se croise et du coup, ce type t'interpelle. Tu vas tu t'intéresses à lui parce que voilà, dans son regard, il y a quelque chose. Tu vas chercher un café que tu lui offres. Il se passe rien et puis tu lui dis ton prénom, parce que tu présentes et puis lui du coup hop, il retire, il te donne son prénom aussi, te donne son nom et il t'accueille finalement, il enlève son gant, il te serre la main et l'accueil est là. Et c'est comme ça qu'il y a la définition de l'accueil que j'ai lue tout à l'heure. Et ce que tu dis, c'est que voilà, donc c'est lui qui t'accueille déjà. Et ce que tu lui dis pas, parce que finalement le contact il est assez vite rompu, parce que voilà, ça se fait un peu de façon furtive sur quelques minutes. Et ce que tu lui dis, c'est que j'aurais aimé lui dire, voilà, 2 points, ouvrez les guillemets, quand nos regards se sont croisés, il s'est passé plein de choses dans ma tête. Je n'ai pas réussi à te parler. Si j'avais pu, je t'aurais dit, tu ne le sais peut-être pas, mais c'est toi qui me rends humain. Parce que tu me bouleverses. Voilà, c'est comment l'autre nous humanise là où il est, dans la rencontre. Je trouve ça, sans doute ce que tu disais là, voilà, on est bouleversé par ce qui se passe à ce moment-là, et c'est ce bouleversement-là qui humanise. Voilà, et c'est intéressant. Je trouve ça chouette de le lire comme ça. Moi, j'avais jamais trop lu ça comme ça. Voilà. Je veux dire un petit mot à propos de la phrase citée par Yessine Amiz tout à l'heure, de ce patient qui était là il y a longtemps et il a dit ça lors d'un groupe, une activité, et c'était une sorte d'admonestation aux soignants aux soignantes qui animaient cette activité. Et j'ai rapporté cette phrase dans une intervention que j'ai faite dans un hôpital psychiatrique. C'était à Rennes, un hôpital psychiatrique où Jean Houry de Lyon allait tous les ans. Ils sont allés puis Jean Houry est mort, de Lyon a arrêté d'y aller. Les médecins-chefs du coin qui soutenaient la psychothérapie nationale a pris sa retraite. Et donc, il y avait tout un amphi rempli d'infirmiers. Peut-être 2 ou 3 psychologues, aucun médecin cette fois-ci. Et j'étais étonné du grand nombre d'infirmiers d'ailleurs. Et
Et celui qui animait la table ronde m'a dit, il faut que vous expliquiez quand même sur cette phrase, elle est extrêmement choquante. Donc je me suis expliqué, et effectivement, comme vient de faire Yessine, c'est-à-dire que c'était extrêmement important que des soignants puissent rabaisser un peu leur niveau narcissique pour que les patients puissent s'élever. Et j'ai dû répéter ça 3 fois, et au bout de la 3e fois, j'ai vu que c'était pas entendable. C'est-à-dire qu'il y a la question du bouleversement qu'une telle phrase peut provoquer, par exemple pour nous ici. Prise dans la relation. Il y a celle que nous transmettons à d'autres qui veulent bien être prises dans ce bouleversement. Et puis il y a des personnes, je ne savais pas, tu viens de démissionner hier d'un lieu infâme, il y en a quand même maintenant pas mal. Hein. Il y a des lieux où il y a des lieux d'infamie aujourd'hui. Il y en a toujours eu. Hein, il y en a toujours eu. Mais là aujourd'hui, effectivement, il y en a beaucoup, où ce genre de parole est considéré comme une insulte à l'égard du personnel. C'est-à-dire qu'il s'agit au contraire que les soignants soient bien droits, bien élevés, élevés dans le sens de la hauteur, et pas bien élevés vis-à-vis de leur fonction. Et je trouve que ça, c'est quand même important. Tu dis dans ton bouquin, à un moment donné, tu reprends cette phrase de Dardot, qui nous avait dit lors d'un colloque de la Criée, sur la politique de l'amitié. Ah, tu le dis avec l'amour, mais au fond, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, une bonne définition de la démocratie, c'est que c'est une politique de l'amitié. Et je trouve que ça, c'est un terme qui est important. Et quand il n'y a pas d'amitié, je ne parle pas entre soignants, hein, mais dans un collectif patient-soignant, c'est vrai que c'est des phrases qui ne sont pas entendables. C'est important d'avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut arriver à créer des lieux où ce genre de phrases puissent être dites, c'est-à-dire que entendues. On peut les rapporter, vous voyez, 30 ans après, et ça se transmet. Et puis il y a des lieux où cette transmission devient... C'est pas qu'elle est interdite, hein, c'est que les gens n'en veulent plus, ou n'en veulent pas, et puis ça peut repartir. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre va... Peut-être que ce lieu va se transformer, on ne sait pas. Et c'est très important de voir cette dimension du désir humain, non pas chez quelqu'un tout seul, qui pourrait rapporter cette phrase, mais chez plusieurs qui pourraient ensemble pour en faire finalement une sorte d'enseignement de la folie, quoi. Et du boulot. Merci en tout cas. Pardon. Merci Jean. Oui, par rapport à ce lieu infâme, bon, peut-être les mots sont un peu forts, mais en tout cas c'est un lieu, je sais pas trop, qui va pas bien. Je pense qu'effectivement, si on déshumanise l'autre, on se déshumanise soi-même. Il y a cette espèce de réciprocité là, comme ça. Ce qui est assez terrible, c'est que dans cet endroit-là, ils sont persuadés de faire du super boulot. Oui. C'est ça le truc. Et là, notamment, il y a la question, là, vous savez, du pouvoir d'agir. Ce truc qui vient de l'anglais, empowerment. Hein. Ouais. Alors voilà, évidemment, la question de la psychothérapie institutionnelle, on travaillait clairement ces questions du club, qui peut être un moyen aussi de contre-pouvoir, de pouvoir travailler la question justement du pouvoir. Mais pouvoir d'agir, c'est la même chose, mais complètement vidé de son sens. Et là, ils organisaient une espèce de réunion, on pourrait dire c'est bien, c'est un peu la même chose, donc on va arriver à des choses un peu communes, donc voilà. Et il y avait une réunion qui était faite justement par rapport au pouvoir d'agir avec les jeunes là, tout ça. Et donc ils posaient des questions aux jeunes. Alors donc déjà il y a des jeunes qui étaient... Quel âge, ces jeunes ? Là c'était plutôt le groupe des grands, donc entre 15 et 18. Voilà. Il y avait voilà, les jeunes ils étaient comme ça. Ils disaient non mais tiens-toi droit. Alors ils se mettaient droit, et puis il y avait des soignants qui étaient comme ça. Et puis moi au moment j'étais un peu affalé, je me dis putain merde, qu'est-ce que je fais, tu vois. Est-ce que tu vois, c'est ça, donc puis tiens-toi droit, enfin voilà. Bon alors est-ce que vous êtes content des activités qu'on fait? Je dis bah ouais ça va. Bon, est-ce qu'il y a des trucs qui vont pas? Ouais, mais par exemple, sur la semaine là, que vous organisez de vacances, vous nous proposez d'aller à la mer, mais sauf qu'il n'y a pas de surveillant de baignade, donc on ne pourra pas se baigner, donc moi ça ne me va pas. Ah, mais tu fais que râler, toi, c'est chiant et tout ça. Et en fait, je crois qu'ils ne se rendent même pas compte à quel point ils ouvrent une question, ils essaient d'aller à la pêche aux infos, et en même temps, et chaque proposition, ou plutôt que d'en saisir comme une chance pour... Alors moi j'ai essayé un peu de ramener les choses, mais j'étais seul, enfin c'est là où...
C'est là qu'on Non, ne peut pas être seul. Ouais. Non mais voilà, oui, effectivement, on ne peut pas travailler seul. Il faut être au moins quelques-uns. Et par contre, moi, ce qui m'a servi quand même, c'est pour ne pas devenir fou et à un moment me dire, est-ce que c'est moi qui déconne quand même? Parce que, et ben, de savoir qu'il y a d'autres endroits et d'autres gens qui pensent comme ça, et que finalement, bon, voilà, c'est ça qui me correspond en tout cas comme manière d'être soignant. Mais il y a un peu cette espèce de truc complètement délirant, plutôt que d'en saisir comme une chance et d'essayer de dire, bah ok, bah, ça te dit pas d'aller à la plage, bah, où c'est qu'on pourrait aller, on travaille ensemble, et ben non. Et après, les jeunes, ils ont plus envie de venir, et ils se posent la question, bah, on va faire un truc pouvoir d'agir, mais en fait, rien n'est travaillé. Enfin voilà, c'est juste. Tu pourrais être aide-soignant finalement. Hein? Tu pourrais être aide-soignant. Oui. Aider les soignants à Oui. soigner. Oui, ça pourrait, ouais. Oui, tout à fait. Et pourquoi tu n'as pas passé le diplôme de surveillant de baignade du coup? J'ai pas le temps, mais effectivement, je pense que ça serait à l'avenir un truc. Et je crois que c'est pas un diplôme facile. Excusez-moi. Pourquoi? On vient me chercher tout à l'heure pour la musique. Ouais. Je voudrais vous dire avant de partir, j'arrive à ne plus faire de complexe dans des endroits quand il y a des différences de température. Arriver à ne plus faire de complexe quand on pique un phare. J'ai d'autres mots, j'aurais d'autres mots à vous dire. Le mot préféré de Paul Éluard, c'était le mot fraternisation. La gentillesse, ça veut pas dire aussi se laisser faire partout. Attention. Au revoir. Au revoir. Merci. Je reviendrai parce que ça m'intéresse évidemment. Ouais, à bientôt. Mais je pense que ce que vous disiez, enfin ce que dit monsieur qui part, c'est sur la question de la gentillesse, c'est effectivement, il y a cette question d'espèce de bonnes intentions. Et alors, moi, je me rappelle justement dans l'IME, là où j'étais auparavant, avec cette évaluation qui moi m'a fait partir, mais avec quand même, c'est un lieu super, hein, qui est vraiment, vraiment chouette, qui est toujours chouette. Hein. Mais il y avait justement un collègue qui disait, mais quand est-ce qu'on fait fraternité avec les jeunes qu'on accueille? Et je me dis, bah ouais, c'est ça, en fait. C'est effectivement fraterniser, c'est... liberté, égalité, fraternité. Voilà, peut-être que... d'ailleurs, peut-être je peux vous lire un petit morceau de ce lieu-là. Parce que... Le cuisinier. Avec le cuisinier, oui. Donc, ça s'appelle l'IME où je suis accueilli. Donc, c'était justement pour ce lieu, l'IME de la Pinède. Dans le sud de la France, la Pinède, où on entend des cigales chanter. Et c'est un lieu super avec, pour décrire un peu la salle de réunion, une énorme baie vitrée qui donnait sur une Pinède. Quand même, les lieux de soins, s'ils sont beaux, ça amène des choses, et pour les soignants et pour les patients, il y a un truc comme ça. Et comment on rend les choses, enfin je vois ici comment vous avez habité cet espace, et comment, bon bref. Je vais te raconter ma journée d'hier dans l'IME où je suis accueilli. Un IME, je ne me souviens plus trop ce que ça veut dire, mais ce n'est pas imagerie médicale exceptionnelle. C'est un lieu où les gens comme moi sont accueillis. Bien sûr, on est tous différents. Il y en a qui sont grands, d'autres qui sont petits. Il y en a qui sont drôles, d'autres qui sont tristes ou en colère. Il y en a qui ont des familles très présentes, d'autres qui sont en famille d'accueil. Il y a des adultes, il y a des enfants. On y apprend, on y travaille, on y joue, on y apprend à travailler et à jouer. Hier, quand je suis arrivé à l'IME où je suis accueilli, il y avait un chapiteau au milieu de la cour de récréation. Il y en a qui disent que le chapiteau dans la cour, c'est pourri parce qu'on ne peut pas jouer au foot, parce que ça prend toute la place. Moi, il ne me dérange pas, parce qu'avec le chapiteau, il se passe plein d'événements drôles. Par exemple, hier, il y avait 2 extraterrestres. Bon, je sais bien que ce n'étaient pas vraiment des extraterrestres, mais ils étaient habillés comme s'ils venaient d'une autre planète. Lui avait des chaussures compensées avec un gros ventre et une grosse tête, des lunettes bizarres, un habit violet pétard avec du jaune dedans. Elle était habillée en blanc avec des talons compensés d'au moins 30 cm de haut, une cape sur les épaules, un rouge à lèvres violet sombre et elle faisait des drôles de signes avec la main. Les petits de l'IMP les suivaient partout. IMP, je me souviens jamais trop ce que ça veut dire, mais c'est pas imago méga psychique. C'est l'endroit où les plus jeunes, en théorie à partir de 6 ans, sont accueillis. Après, ils passent chez les grands, à l'IMPro. IMPro, je sais jamais trop ce que ça veut dire, mais c'est pas le diminutif d'improvisation. En théorie, on peut rester jusqu'à 20 ans révolus. Après, on va ailleurs. Il existe plein d'ailleurs possibles. Il y a le milieu ordinaire, le milieu extraordinaire, qu'on appelle aussi le milieu protégé, avec par exemple les ESAT. ESAT, je me souviens jamais trop ce que ça veut dire, mais c'est pas ersatz social avec terrasse. Hier, il fallait voir les petits. Ils criaient de joie, ils couraient partout derrière les 2 extraterrestres. Ils voulaient les toucher ou faire des photos avec eux.
En fait, ces deux hurluberlus étaient deux circassiens en résidence qui travaillaient sur leurs costumes. Moi, hier, j'étais censé accueillir 2 comédiens pour un spectacle sur la vie du psychiatre François Toscaïès, L'aménergique des poireaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs ce spectacle. Oui. Magnifique. Il est passé aux semaines de la folie. Ah voilà. Non, Je confonds. non, pas encore. Je confonds avec le schizomètre. Ah voilà, un autre spectacle, ok. Donc on devait interviewer les comédiens de la ménagique des poireaux en classe et on avait déjà préparé les questions à leur poser avec le prof. Parce que par-delà le spectacle, ça permettait d'apprendre des choses. L'histoire de François Toscaïès est assez exceptionnelle. Psychiatre d'origine catalan, qui est une région d'Espagne, il a fui la guerre parce qu'avant en Europe il y avait plein de guerres et il a révolutionné la psychiatrie française en créant ce qu'on a appelé la psychothérapie institutionnelle. Bon, c'est bizarre comme nom quand même, hein. C'est une psychiatrie humaniste, ça veut dire qu'il respecte les êtres humains, dont l'idée est d'accueillir la singularité de chacun. Ça veut dire qu'on prend en compte qu'on est tous différents. Après l'interview de la classe, je devais amener les comédiens dans la salle de spectacle pour qu'ils puissent s'installer. C'est le moment où on m'a dit que la salle de spectacle allait être occupée par des musiciens parce qu'il y avait une présentation de musique orientale ce jour-là. Ça posait des problèmes car les comédiens de la ménagique des poireaux devaient installer la scène. Alors comment mélanger tout ça en même temps? Heureusement, on a pu se parler et on a trouvé un arrangement. Parfois, dans l'IME où je suis accueilli, on a du mal à se coordonner. On prévoit plein de choses et en même temps, sans se concerter. Mais ça doit être normal. C'est un lieu où il y a tellement d'envie, tellement de projets, et parfois, c'est dur de tous les suivre. Ensuite, hier, il y avait cette jeune femme qui voulait me parler. Elle est sympa mais un peu trash avec son allure de garçon manqué, ses vestes treillées, ses cheveux décolorés. Elle a le regard noir, mais quand elle sourit, c'est fou comme ses yeux peuvent devenir lumineux. C'est comme s'ils se remplissaient d'étoiles. Hier, elle m'a parlé de sa mère qui l'avait insultée, elle a évoqué son histoire de vie, ses brûlures, ses déchirures, ses brisures, sa vie comme un bateau ivre éventré sur les récifs avec des débris flottés, ses récits floutés, ses trajectoires inachevées, son monde dérisoire, ses anecdotes illusoires, antidotes au désespoir. Désespoir, elle en a eu, mais c'est les autres, toujours les autres qui lui ont volé, ces autres, ces apôtres du malheur. Né au mauvais endroit, au mauvais moment, d'une mauvaise maman, son ange gardien, ce salopard, avait pris sa retraite avant qu'elle ne vienne au monde. Ensuite, hier, j'ai aussi participé au groupe de parole, parce que dans l'IME où je suis accueilli, la parole a du poids. On ne la met pas en boîte de petits pois. C'est comme le repas, on a des vrais cuisiniers qui servent de la vraie nourriture. C'est bon, c'est bio, c'est beau. Donc hier, dans le groupe de parole, on a parlé de trucs de grands, puisque dans ce groupe, on a tous plus de 18 ans. On a parlé d'avenir, de devenir du monde, de curatelle, de tutelle. On a parlé à tue-tête, on a chuchoté, déclamé, clamé notre innocence d'être au monde, parlé avec insouciance des soucis, des amours et des amis. On a parlé de la vie et du vide, on a écouté parfois. On s'écourtait en se coupant la parole. On a dit des choses drôles, des choses tristes. Mais je ne peux pas vous dire exactement de quoi on a parlé parce que ce qui dit, ça doit rester un secret. Ça s'appelle le secret de groupe. Et puis, hier soir, dans l'IME où je suis accueilli, il y a eu le spectacle. C'était un très beau moment. Très émouvant. Ça s'appelait La méningite des poireaux. Mais je l'ai déjà dit, je crois. Ça parlait d'humanité, du psychiatre François Toscaïès, de Don Quichotte, de religion, de communisme, de gens différents et de résistants ordinaires, de psychothérapie institutionnelle et de folie médicale, de l'accueil du singulier, de la folie de chacun, surtout ceux qui se croient normaux, de personnages uniques, de nonnes et de malades, de clés, de barbe bleue et de journal comme outil thérapeutique, de théâtre, de lettres d'amour et de poésie. Mais surtout, ça disait un truc reprenant la formule de François Toscaïès. Les seuls malades incurables, ce sont les soignants. Ce sont les seuls qui ont vocation à rester toute leur vie à l'hôpital, puisqu'ils y gagnent leur vie. Moi, je ne travaille pas dans un hôpital, mais dans un IME, un institut médico-éducatif. Et quand j'y suis arrivé, il y a quelques années, j'ai été très bien accueilli. Par les collègues, bien sûr, mais surtout par les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Avant d'y travailler, j'ai eu la chance d'y être accueilli. Ouais. Ça, c'était un peu mon message d'amour à l'institution dans laquelle je travaillais, qui est chouette, parce qu'il y a aussi plein de lieux qui vont bien quand même. Même si on est grandement attaqué, quoi. Est-ce qu'il y a des idées, des choses à partager ou... En tout cas, Thomas, peut-être qu'on peut revenir aussi juste 5 minutes sur cet après-midi parce que tu étais resté avec nous quasiment toute la journée, puis c'est pas la première fois que tu fais ça. Et moi, je suis toujours, toujours très ému du fait que un artiste comme toi, hein, c'est-à-dire
qui connaît déjà un petit peu la maison, puis comment se passe le soin, et comment à un certain moment, il y a quelque chose qui fait que, alors c'est pas le média, je pense que c'est la personne qui fait que on fait quelque chose ensemble, donc là le slam, ça peut être slam, musique, peu importe, je pense que peu importe le média, je pense que c'est surtout en fait l'ambiance qu'on y met, le soignant qu'on y est, enfin, et il y a quelque chose qui fait que vraiment on se déprend de ce pouvoir-là, un peu ce surplomb de soignant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mais ça pareil, enfin, je sais pas pour toi, c'est un peu ma question, combien de temps ça t'a pris tout ça, c'est-à-dire que moi, je vois que ça m'a pris quand même de nombreuses années à pouvoir un petit peu me déformer de ce truc-là, de finalement le soignant au-dessus, le patient en dessous. Et que finalement, moi, l'art m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de se mettre comme ça, même pied d'égalité avec les patients, parce que, oui, sûrement que certains patients vont être 1000 fois meilleurs à ce moment-là que toi, au niveau d'une poésie, au niveau d'une musique, au niveau de... Enfin, puis... que finalement, moi je ne me vois plus du tout avancer dans le travail que je fais ici en psychiatrie sans vraiment que ça soit sans avoir ce truc-là du patient apprenant qui m'apprenne, quoi, hein, tout le temps. Et voilà, ma question c'est ça, c'est comment est-ce que c'est tout un travail que tu as effectué, cette posture que tu as dans tes ateliers, est-ce que il y a une certaine forme d'inné un petit peu de par peut-être ton côté artiste, enfin voilà. Merci pour ta question. Alors du coup, je sais pas trop, je pense que quand même le média fait beaucoup par rapport à ça. Après sans doute que pour moi, c'est très agréable de venir aussi d'intervenir dans un lieu où je ne suis pas soignant. C'est-à-dire que ça permet une posture autre qui est très intéressante. Surtout si les lieux sont comme ici, avec quelque chose où cette frontière, elle n'est pas non plus... c'est pas un mur infranchissable. Il y a des passages comme ça. Je me rappelle il y a quelques années, quelqu'un ici, c'était Mathieu pour ne pas le citer, qui m'avait dit mais ici quand même c'est hyper important, pas Mathieu Bellassène, ici il n'y a pas les toilettes pour les patients et pour les soignants, c'est les mêmes toilettes. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'il y a des lieux où c'est pas les mêmes toilettes. On fait pas caca ou pipi pareil, enfin c'est quoi le truc, pourquoi, enfin non mais c'est vrai, il y a même des lieux quand même où les soignants ne mangent pas avec les mêmes couverts que les patients. C'est à dire qu'on construit un mur, une frontière complètement infranchissable. Et effectivement, là, on sent qu'il y a une souplesse. Alors évidemment, c'est pas tout à fait non plus une position horizontale, soignant-soigné. Ça, on va pas non plus se mentir. Il y a quand même des choses qui sont pas, voilà, c'est pas tout à fait au même niveau. Par contre, il peut y avoir des endroits où ça change. Il peut y avoir des endroits. Je me rappelle quand j'étais venu la dernière fois, c'était David qui avait fait le son, par exemple. Voilà, qui avait son expertise d'ingénieur du son, qui faisait ça. Et du coup, voilà. Mais dans tous les lieux, ça serait pas forcément possible, ça. Donc effectivement, il y a des choses comme ça. Et j'ai envie de dire, c'est une espèce de partage et de lieux comme ici, moi, qui me permettent de trouver ça. Et puis sans doute que c'est plus facile aussi quand on est dans une position un peu intermédiaire. Voilà, moi ici, j'ai des liens d'affection et d'amitié avec et des soignants et des patients. Enfin, c'est un truc qui est, je pense, très important en fait. On fait partie de la même humanité en fait. Y a pas, voilà. C'est pas tout à fait une relation horizontale quand on travaille comme ça, mais par contre en dehors de ces lieux de travail, on peut. Il n'y a rien qui empêche quoi que ce soit, quoi, je crois. Donc c'est sans doute en passant aussi à Artaud que j'ai appris ça. Aussi. Peut-être que je vais vous parler juste d'un petit truc. Il y a quelques temps, j'avais fait une tournée. C'était un peu le grand rêve de ma vie, là, de faire une tournée des hôpitaux psychiatriques. Donc j'étais parti dans le Loir-et-Cher, c'était là où c'est le plus simple, avec l'Interclub. Et on avait fait donc des ateliers dans tous ces clubs-là qu'il y a, La Borde, La Chênaie, Château-Renaud, l'hôpital psychiatrique de Tours et...
Comment ? Sommerie, voilà, les sommeries, bien sûr. Tu connais les classiques. Et On en parle tous les jours, tu sais. donc il y avait cette espèce de truc où j'allais dans chaque lieu, ça me permettait, moi en plus c'était incroyable de pouvoir m'imprégner un peu du lieu, de rencontrer les gens, voilà, faire des ateliers d'écriture. Et à la fin, tout le monde s'est retrouvé pour une grande scène slam avec un concert et où les personnes venaient aussi chanter avec moi et déclamer, etc. Et de ça, cette expérience, voilà, il y a cette dernière nouvelle qui s'appelle Les mots et les phrases, qui donne le ton au livre, qui donne le titre à ce livre-là, qui est un peu, j'ai tenté d'imaginer ces différents personnages qui sont à la fois complètement vrais, c'est à la fois des copains du slam, c'est à la fois des patients que j'ai rencontrés avec leurs différents styles, etc. Donc à la fois sur une première partie où ils racontent leur arrivée avec chacun leur style de pensée, en essayant de décrire un peu une pensée. Voilà, il y en a un qui parle sans aucun point, parce que c'est une pensée très associative, voilà, qui est celui qui improvise beaucoup. Voilà. Bon, je m'identifie aussi avec certains, plus ou moins, enfin voilà, il y a ces questions, donc il y a différents personnages. Et je me permets, voilà, je vais vous lire peut-être là quelques slams de ces que j'ai écrit. Alors je suis très content, un petit truc, c'est que je l'ai donné à une correctrice, le bouquin, qui est aussi qui est aussi écrivaine, et qui me disait sur le truc, quand même, là, par rapport à ces textes-là, tu devrais citer qui c'est qui les a écrits. Alors j'étais content parce que je dis, voilà, donc ça note que j'ai réussi, en tout cas là, à transcrire différents styles, en tout cas dans les slams et dans la pensée, quoi. Donc Yasna, tu l'avais lu, donc Désolé. voilà. Non, mais très bien, peut-être vous lire. Donc un qui s'appelle Route Secours, qui est un peu qui improvise, qui est toujours un peu à l'arrache, etc. Donc dans le truc, c'est un peu une technique un peu d'improvisation aussi. Donc on lui propose différents mots. Donc les mots, c'est fun radio, épée, cornemuse, dialecte, gloss, alité, statut et chaviré. Donc il en fait ce texte-là. Je fais des radios, mais c'est pas fun radio, ni Skyrock. Moi, les radios que je fais, c'est des radios des poumons, des bras et des poignets. Je vais pas nier le poids des années, cerné par les potes au cimetière, ma vie sur Terre, un cimetière. Une épée courbe, comme l'espace. Je cherche ma place et de guerre lasse. Je m'en vais, tu m'en veux. Moi, j'écris et je crée mes écrits des déchets et mes cris déchaînés. J'enchaîne date sur date, scène sur slam, les veines ouvertes, je me saigne. Mes vers inversés ou mes vers renversés. J'improvise toujours sur le fil du rasoir. Ma tête, une passoire. À force de mes fumes, mes faits sur mes faits. Je navigue à vue. Viens sans effet, mes faits meurent éphémères et mes muses ont des cornes, cornemuses. Moi, les mots, ça m'amuse. Et quand ça mute, ça me soigne. Les lettres sont le SAMU de mon être. Je veux lire chaque lettre de chaque ligne de chaque livre qui se livre à mes yeux, et pour finir moins con, et j'humecte mes lèvres avec chaque dialecte, chaque son qui se forme dans ma bouche. Si ta caisse est crevée, je viens changer ta roue, route secours dans la place. Je représente personne sauf ma face, mes textes laissent pas de traces. J'improvise, c'est la classe, je donne pas de cours, pas de classe, pas de strass, pas de gloss. Dans la glace, ma gueule me fait flipper. Je suis qu'un gosse, je veux pas finir alité, je veux parcourir les alités. Je préfère crever debout que finir en statue debout. On est bien chez vous, vous me laissez rester ? De toute façon, vous n'arriverez pas à me virer. Je vais chavirer, c'est ça, c'est en fait, et j'ai l'habitude de chuter, mais rien ne m'arrête, car je ne vais nulle part. Ovation à ce moment-là. Voilà, et peut-être un autre truc. Hop. Et oui, et je vous dis pas un peu le petit pitch, mais dans l'histoire, c'est un personnage qui raconte tout ça, et en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on pense. Voilà. Donc un autre des slammers qui s'appelle Cassis ou Steven. Au clair de ma plume, mon avis frérot, offre-moi la lune, je vais lui dire un mot. Ça fait des mois et des mois que je fume et que je bois. Je fais plus que ça, c'est plus fort que moi, je fous plus rien. J'ai du mal à sortir du lit, je mange pas tout ri, mais j'ai pas tout dit. Perdu dans une sorte de labyrinthe, je m'éreinte, cherche l'étreinte et m'étrangle, c'est étrange. Je tombe toujours amoureux de celles qui sont trop belles, hirondelles avec du plomb dans l'aile, les demoiselles qui sont pas sûres d'elles ou celles qui sont déjà prises, et prises d'un prince charmant qui cherche juste un amant ou un calmant, un homme médicament. Médicalement, je pète les plombs, je dis calmement que je touche le fond. Quand le fond est un siphon, les mecs comme moi, accident sur accident, ma vie est un désastre. Quand je regarde le ciel, je vois même plus des
astres au-dessus de ma tête, des nuages gris. Pourtant, je suis pas aigri, mes cris, mes écrits sont ma vie, ça me rapporte rien, je reste galérien, mais je clame pas pour l'argent, mais pour l'art et les gens. Ça, c'est... C'est mon affaire populaire. Parce que non seulement dans ta tournée, voilà, il y a C'est des gens qui font des ovations dans la salle pendant ta tournée, c'est chouette. Oui, alors c'est un... Ouais, non, mais c'est vrai. Il y a des rencontres aussi de gens sur place. Moi, il y avait notamment une personne là, donc, que je décris, donc, qui est... soit les textes sont au premier... Bon, bref. Donc Rémi, qui rassemble tout le monde, qui anime ces gens-là, c'est lui qui a animé des ateliers d'écriture et voilà, lui, il a été patient aussi. Et bon, peut-être qu'il l'est encore d'ailleurs. C'est un peu... Et dans le... Il raconte les textes des autres. Et il y a une rencontre, là, justement, sur la chaînée, c'était une jeune femme de Sommery qui faisait un... Et c'est quelque chose de bouleversant. Et moi, je trouve ça vraiment bouleversant parce que là, même là, cet après-midi, il y avait quelque chose dans les textes, dans les choses. C'est vraiment beau, quoi. Il y a la question aussi d'amener les gens sur scène, de les rendre beaux sur scène. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose là qu'on partage tout parce qu'on est tous pareils, on a tous un peu peur de prendre le micro, de prendre la parole devant les autres, surtout quand voilà, il y a une scène où il y a la lumière, c'est dans le noir, on voit pas le public, il y a les applaudissements, il y a le son qui est là, ça crée quelque chose en commun et ça a aussi des effets thérapeutiques, je pense, incroyables. Bien que ce n'est pas une visée thérapeutique, quoi, c'est un effet collatéral, quoi, on va dire. C'est tout le truc un peu, je crois, de la question de l'art-thérapie. Est-ce que du coup on propose l'art comme une thérapie ou est-ce que c'est juste de proposer un atelier artistique et ça va avoir des effets thérapeutiques secondaires ou est-ce que voilà, je pense que c'est une dialectique qui est pas, il n'y a pas de réponse vraiment, c'est voilà, ça se... Merci. J'ai beaucoup aimé votre texte. Ça m'a fait penser quand j'étais hospitalisée à Henriet dans les années 95-96. J'écrivais beaucoup et j'ai dessiné beaucoup. Et j'ai déjà fait montrer un petit peu comme ça en consultation. Et ça m'a beaucoup apporté, non seulement en dehors du cadre médical qui était là, et c'est là aussi qu'on m'avait pris pour une grande bipolaire, en fait, parce que je dessinais beaucoup, autant que j'écrivais toutes mes émotions, chaque jour, au quotidien, où j'étais hospitalisée. Ça, je peux dire que ça m'a apporté énormément. C'est ce qui m'a guéri, quelque part, considérablement. Et c'est très touchant ce que vous avez exprimé dans votre livre. Voilà. Voilà, je suis très émue, comme beaucoup d'entre nous ici aussi. Et, mais ça me fait penser beaucoup à mes écrits, j'en ai beaucoup chez moi. Voilà. Et j'ai tourné aussi en poésie. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais dire un petit mot du rythme. Dans un premier temps, là, on a démarré, plusieurs ont lu tes textes, tu as lu tes textes, et puis tu t'es mis là à les dire, avec ton rythme que nous connaissons. Et je trouve que c'est important qu'on puisse relever ce rythme-là. Il y a la poésie, il y a différentes sortes de poésie, mais il y a ce rythme extrêmement percutant que tu donnes à tes textes et qui leur donne vraiment, je sais pas moi, il y a un côté comme ça, quand tu interviens, surtout en improvisation dans les colloques ou comme ça, à la volée, c'est très impressionnant ce rythme que tu prends et qui est manifestement à la fois improvisé et très travaillé. Et est-ce que tu poses un petit quelque chose de ce rythme? Est-ce que tu en as eu l'idée, effectivement, de ce rythme-là? Est-ce que c'est tout simplement le rythme du slam ou il y a quelque chose là que tu as trouvé dans le slam qui t'a permis, au fond, d'intervenir et de te poser? Alors,
Effectivement, moi je viens vraiment du slam. C'est là que j'ai commencé. J'écrivais déjà avant, mais c'était cette rencontre-là qui a fait que j'ai eu envie de déclamer d'autant plus. Et au-delà de. Parce que le slam, c'est vraiment à la base, originairement, du texte sans musique. Donc c'est encore autre chose que écrire des chansons ou rapper. C'est vraiment il y a une liberté absolue dans le rythme qui peut être prise. Concrètement, sur le slam et sur les scènes slam, il peut y avoir tout type de texte et il n'y a pas vraiment un rythme propre au slam. Cependant, généralement, j'ai un copain qui disait slammer, c'est écrire pour les oreilles. Donc il y a vraiment quelque chose du rythme, d'entendre les choses. Ouais. Voilà. Je crois que par rapport à ta question, d'où ça vient, moi je suis dyslexique vraiment, et il y a un truc dans la dyslexie qui est en espèce, je me souviens gamin, l'enseignant, le prof, c'était petit, qui disait, je sais plus, c'est le mot par exemple. Je me rappelle de ce mot canarder. Il disait canarder, et moi je disais ah oui, canard A, canard B, canard C, canard D. Et puis il m'a dit non, mais attends, déjà tu fais pas mal de fautes, reste bon, c'est c'est un prof incroyable qui m'a beaucoup apporté, mais moi j'entends, et quand il y a un mot, j'entends souvent simultanément les homophonies, c'est-à-dire voilà. Donc ça, il y a quelque chose de très auditif, sonore dans le texte. Et après, sur le rythme, effectivement, il y a quelque chose pour le faire entendre, effectivement, c'est aussi capter l'attention, construire un texte comme on construit un morceau, des moments un peu plus rapides, des moments... Et puis moi, j'aime bien quand parfois le sens se perd un peu et donner une espèce d'impression comme ça à l'auditoire. Bon voilà, des fois on me dit tu lis trop vite, mais voilà, moi je sais pas, c'est mon petit... Quand on te lit, on a ton rythme du phrasé qui nous... C'est impossible de faire autrement. On se freine. Et après, sur la question aussi de l'improvisation, effectivement, l'improvisation, ça se travaille. Bon, c'est comme dans la musique, pour improviser, on fait des gammes aussi, donc il y a un truc... et ces gammes-là, et après on s'en saisit, on va leur donner vie, les improviser. Et puis des fois, on est moins inspiré que d'autres, et puis comme on a un peu ces gammes, machin, on peut retomber quand même sur ses pattes, mais voilà. Et puis il y a des espèces de moments de grâce aussi, c'est ça qui fait tout le truc. Après... ce que vous disiez, Françoise, ça me faisait associer sur... c'est un peu autre chose, mais sur... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'expérience de Rosenberg, ça vous parle ? Je pourrais regarder sur mon téléphone, je retrouverai... mais c'est un moment, un psychiatre, ils ont fait une expérience de recherche en envoyant des gens qui présentaient des symptômes psychiatriques, c'était des étudiants, etc., en hôpital psychiatrique, et ils se faisaient... Donc ils se faisaient admettre en hôpital psychiatrique et savoir au bout de combien de temps ils ressortaient. Voilà. Et ils se sont rendus compte que ça mettait énormément de temps, c'est-à-dire que dans cet endroit-là, les soignants les considéraient comme malades ou fous, etc. Bien qu'après, ils arrêtent de jouer tout à fait les symptômes, ils restaient quand même informés pendant un nombre de temps. Ça s'est refait. Récemment, l'expérience a été réédité, quoi. Et là en l'occurrence, c'était pas un soignant, c'était un journaliste qui a faim, qui a faim la maladie. Voilà. Et effectivement. Mais alors, est-ce qu'il l'a faim après quand il était dedans ou... Il l'a faim. Parce que là, le truc, c'est qu'il faisait semblant au début. Il l'a faim en amont. Oui. Pour rentrer. Oui. Ensuite, en rentrant, il le prétendait. Il a été donc soigné pour les maux qu'il prétendait. Oui. Et en fait, il n'est pas sorti. Mais là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que les personnes prétendaient quelque chose, ils sont rentrés, mais une fois qu'ils étaient dedans, normal. Ils se comportaient tout à fait normalement. Là. Et là, si vous voulez, le regard qu'il y avait des soignants, c'est non. Et il y en a qui étaient à prendre des notes et pour parler, pour raconter. Et les soignants notaient, je sais plus comment on dit, un style pas logorique, mais qui n'arrête pas d'écrire, etc. Mais sans même s'intéresser à ce qu'il est en train de noter. Donc ça fait un peu événement, c'est sorti machin. Et là, il y avait plein de gens dans des cliniques aux États-Unis qui ont dit ah oui, mais pas nous.
Nous, si ça arrivait, jamais, évidemment, on reconnaîtrait de suite quand la personne sort, etc. Donc il a dit, ok, on va retenter l'expérience. Donc il a retenté l'expérience dans tous les États-Unis. Et là, il y a plein de gens qui sont sortis, on a dit machin, etc. Et après, il a dit, en fait, non, il n'y a personne qui est parti. L'expérience, c'était une fausse expérience la deuxième fois. Et du coup, ils ont fait sortir des patients. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ou alors qu'ils n'avaient pas... Enfin bref, moi je trouve ça très intéressant sur cette question de comment on considère les gens et comment ça induit aussi... Je crois que c'est Rosenbach, je regarderai, hein, je sais plus. Mais maintenant, tous les patients sortent très très vite. Oui. Maintenant, il faut... Oui. Maintenant, il n'y a plus de structure. À Rosenad. Voilà, c'est ça. Et moi, je ne savais pas les accueillir dans les textes. On ne lisait pas les textes. En fait, quand j'écrivais, personne ne faisait attention à ce que j'écrivais. C'est ça le pire en psychiatrie. Voilà. On va vous dire que vous êtes bipolaire parce que vous allez dessiner, vous allez écrire tout le temps. En même temps, il faut bien s'occuper. Donc, c'est important. Et en plus, ça apporte un certain regard qu'on n'avait pas sur soi-même aussi, d'écrire tout ce qu'on a vécu auparavant et dans le présent. Même encore aujourd'hui, hein, quand je ressens mon cahier, je lis tout ce que j'ai écrit parce que j'en ai écrit des pages. Je me dis, mais pourquoi j'écris pas un livre, moi, avec tout ce que j'ai là? Et voilà, et je tournais tout ça en vers, en plus. Voilà. Mais là-bas, en psychiatrie, personne lisait ce que j'écrivais. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre. Et on me disait, ouais, mais on va vous donner des cachets parce que, voilà, c'est trop, voilà. On n'était pas... Il n'y avait pas d'écoute, de compréhension, je sais pas, c'était très médicalisé, en fait. Voilà, il y avait la norme à respecter, voilà. En fait, j'ai fait ma propre thérapie toute seule, voilà. Il n'y avait pas de psychologue comme aujourd'hui. Là, ici, on est très bien entendu, voilà. C'est pour ça qu'on se lie un peu d'amitié parce qu'on est mis en confiance. La confiance, si on ne l'a pas, on ne peut pas. Avec la confiance, on est obligé de se lier d'amitié entre patients et soignants, voilà. Parce que les soignants aussi, aussi quelque part, ont besoin entre eux de parler, parce que à force d'écouter les autres, on est obligé à un moment donné, quand on va pas bien, d'en parler à son confrère ou voilà, sa consoeur, et voilà. Mais à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, voilà. Et c'est triste parce que, en plus, c'est enrichissant. Ça pouvait être enrichissant aussi à cette époque-là, que c'est plus enrichissant parce que maintenant on est écouté qu'auparavant, en fait. Voilà, je pense que... Voilà, il y a des grands écrivains qui ont été hospitalisés, qui ont écrit des textes là-dessus. Enfin, je pense un texte récent, là, c'est de Emmanuel Carrère, Yoga, qui a décompensé sur un mode bipolaire. Il parle un peu de son séjour, il parle de tas d'autres choses. Hein. Il parle aussi d'ateliers d'écriture qu'il anime auprès de demandeurs d'asile, où effectivement on se dit, bon, c'est un métier écrivain, animer des ateliers d'écriture, c'est un autre métier. Bon, voilà. Non, mais par exemple, une petite anecdote, hein, il dit on commençait à les faire écrire sur le premier jour de leur départ, juste avant leur départ. Et après, il se dit, mais c'est bizarre, ils reviennent pas ou ils vont pas bien. Il dit, bon, voilà, c'est peut-être des trucs un peu. Mais bon, voilà. Effectivement, il parle de ça. Et après, moi, un de mes écrivains trésors, j'ai envie de dire, c'est Thierry Metz. Je sais pas si vous connaissez, il est peu connu, mais voilà. Merci. C'est un monsieur qui a écrit, qui a écrit notamment Journal d'un manœuvre, qui a écrit sur la question du quotidien de ce métier-là, etc. Il a perdu son fils, un de ses fils, qui s'est fait écraser en voiture alors qu'il était en vélo. Ça l'a déstabilisé dans sa vie. Et puis à la fin de sa vie, il est parti, je crois, vers Bordeaux, il était hospitalisé. Il a écrit un bouquin sur son hospitalisation qui s'appelle L'homme qui penche. L'homme qui penche. Ou L'homme penché, l'homme qui penche, je crois. Je crois que c'est l'homme qui penche. Qui est, enfin voilà, un truc magnifique. Et bon, après, ça, il s'est donné la mort, malheureusement. Wow.
Ah, mais c'est extraordinaire. C'est À lire, Ah oui. Thierry Metz, Thierry Metz, ouais. c'est en peu de mots la vie. Enfin, Alors, du coup, il ce s'écrit qu'est l'humanité comment, ce existence. monsieur Metz? Comme la ville. Thierry Metz, ouais. L'homme qui penche, notamment. Après, il y a Journal d'un manœuvre aussi qui est magnifique. Ouais. C'est un peu à la Christian Bobin, ça, je crois que c'est du même. Enfin, à sa manière à lui. C'est des pépites. Ah oui, c'est vraiment des textes enfin, bouleversants, quoi. Enfin, ouais. Bon, bah écoutez, on va terminer là-dessus. Merci en tout cas Thomas de ta présence. Bravo, merci beaucoup. Il y a des bouquins à vendre et alors si vous avez la chance d'avoir une dédicace, moi franchement je vais vous montrer la mienne du premier bouquin, ça vaut le détour. Alors je vous le montre pas, je sais pas. Bah alors, tu le montres ou tu le Est-ce que montres pas? alors, c'était une dédicace en 4 couleurs. Je sais pas si tu as amené ton livre, ton stylo 4 couleurs. Je sais pas si c'est la beaucoup comme ça, mais vraiment